Bonjour tout le monde. Alors l'autre jour, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur l'histoire des contacts radio qui utilisent la Lune comme un réflecteur. Mais alors, dès que j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis assez vite rendu compte que cette histoire est assez compliquée et que cette histoire implique beaucoup de monde. Du coup, je crois que je vais le faire en plusieurs parties. Et aujourd'hui, on va juste viser la Lune. Pas métaphoriquement, hein. On va vraiment viser la Lune. Mais avant d'en arriver là, on va remonter un petit peu dans le temps. On va remonter à Heinrich Rudolf Hertz, le monsieur qui a découvert les ondes électromagnétiques non visibles. Alors en 1888, il arrive également à montrer qu'une onde est réfléchie par une surface métallique. Ça a été super important car ça veut dire qu'on peut détecter un objet à distance à l'aide d'une onde électromagnétique. Quelques années plus tard, un Allemand du nom de Christian Holzmeier perd un ami pendant une collision entre deux navires. Et en réaction à cet accident, il va faire pas mal de recherches et en 1904, il invente le télémobiloscope qui lui a permis de détecter la présence de bateaux dans le brouillard en émettant une onde radio et en détectant l'écho de l'onde radio. En fait, tout ça, c'est l'ancêtre d'une technologie qui va s'appeler Radio Detection and Ranging, plus connue sous le nom de radar. Alors c'est très résumé, mais c'est juste l'introduction de l'histoire que j'ai envie de vous raconter. La Seconde Guerre mondiale va donc commencer avec pas mal de pays qui expérimentent plein de technologies du type radar ou du type télémobiloscope. La guerre aidant, la technologie est nettement améliorée, à la fois en termes de précision de la direction de détection d'un objet, mais aussi en ce qui concerne la dimension et la distance des objets qui sont détectés. Et là, les choses sérieuses commencent. À l'automne 1943, Telefunken construit en Allemagne une antenne de 36 mètres de haut qui émet des pulsations radio sur la fréquence de 564 MHz. Avec 120 kW de puissance maximum en crête, c'est un radar qui devrait être assez précis et sensible. Ce radar expérimental, il est installé sur l'île de Rügen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, au bord de la Baltique. Au début de l'année 1944, ce radar est en direction de l'horizon à faire différentes mesures. Et les opérateurs ont la surprise de remarquer un étrange écho, à peu près 2 secondes et demie après l'émission de la pulsation. Et cet écho va disparaître au bout de quelques minutes. En regardant sur l'horizon, on se rend compte que ça fait un petit moment que la Lune s'est levée. Et le lendemain, à la même heure, l'écho revient et reste présent pendant tout le temps où la Lune reste dans le lobe de rayonnement de l'antenne. Il venait simplement d'établir le premier contact radio en réflexion par la Lune. Maintenant, du côté des États-Unis, c'est John DeWitt Jr. qui va nous intéresser. En effet, dans les années 20, il est étudiant dans la Vanderbilt Engineering School pendant 2 ans. Mais il va abandonner ses études pour plutôt suivre ce qui va l'intéresser le plus, c'est-à-dire les technologies radio. Alors on est dans les années 20. Hein. En 1921, il devient d'ailleurs radioamateur avec l'indicatif N4CBC. Il va d'ailleurs construire une station radio broadcast à Nashville, et cette station radio devient la première station commerciale de la région. Il va devenir concepteur d'émetteurs radio pendant quelques années. D'ailleurs, il entreprend même la construction d'un radiotélescope pour rechercher les signaux radio de la Voie lactée. Il essaie en 1940 de recevoir la réflexion par la Lune d'un signal à 138 MHz émis à l'aide d'un émetteur de 80 watts. Malheureusement, son récepteur n'est pas assez sensible et il reçoit rien du tout. En 1941, les États-Unis entrent en guerre. Et à la fin de la guerre, avant d'être démobilisé, il arrive, John DeWitt Jr., à convaincre ses supérieurs de démarrer le projet Diana, dont l'objectif est justement d'utiliser la Lune comme d'un réflecteur. En septembre 1945, il a monté une équipe et il commence à travailler sur le projet avec le matériel sur lequel il peut mettre la main, principalement du matériel qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il va utiliser un récepteur de bande très étroite en raison de la faiblesse des signaux attendus. Dans son équipe, il y a également pas mal de monde qui font pas mal de calculs pour avoir la fréquence exacte de réception du signal. En effet, la Lune tourne assez vite autour de la Terre, ce qui va faire un premier mouvement relatif de la Lune autour de la Terre. Et la Terre elle-même fait une rotation sur elle-même. Donc on a un autre mouvement relatif de la Lune par rapport à un observateur terrestre. Ce qui fait qu'en combinant ces deux mouvements, en fait, l'observateur terrestre va se déplacer par rapport à la Lune, et par effet Doppler, la fréquence de réception du signal peut être décalée de, par exemple, 300 Hz par rapport à la fréquence d'émission du signal. Donc quand on écoute une très petite bande de fréquence, il faut bien se mettre dans la bande de fréquence dans laquelle le signal va revenir. Il faut donc être très précis dans les calculs pour ne pas rater la réception. Tout un dispositif est donc créé
pour, d'une part, voir le signal de réception dans un écran cathodique, ainsi que de l'entendre sous la forme d'un bip à 180 Hz. L'antenne utilisée est construite à partir de deux antennes d'un radar de type SCR-271 mises côte à côte. Pour la petite histoire, c'est un radar du même type, SCR-271, qui avait détecté l'attaque aérienne de Pearl Harbor quelques années auparavant. Mais le 10 janvier 1946, alors que John Dewitt Jr. s'absente pour déjeuner et acheter quelques cigarettes, le premier écho est reçu à 11h58 du matin. Le signal va alors à nouveau mettre 2 secondes et demie pour faire la distance Terre-Lune-Terre, soit environ 800 000 km. L'expérience a pu être répétée les 3 jours suivants ainsi que 8 autres jours au cours du mois de janvier 1946. La Lune donc est à portée d'ondes radio. Calculations showed that radar equipment could be put together which would reach the moon and return. If one allows the imagination free rein, many future possibilities appear. Spaceships carrying passengers at thousands of miles per hour can be controlled and communication established with their passengers. Moins d'un mois après, le physicien hongrois Zoltán Bey va réussir la même expérience de son côté, après avoir commencé à travailler le projet en 1944. Mais Zoltán Bey utilise des technologies un peu différentes. Alors on voit bien que cette idée de recevoir un écho de la Lune est une idée qui était en l'air à l'époque. En quelques mois, on a 3 équipes sur des continents différents et ne travaillant pas ensemble qui vont réussir l'exploit. Évidemment, les choses ne s'arrêtent pas là. Pour le moment, on a juste réussi à avoir un écho tout simple, mais l'idée d'utiliser la Lune pour communiquer entre 2 points du globe d'une façon un peu plus complexe qu'un simple écho commence à faire son chemin. Quand John Dewitt Jr. a fait ses expériences, il a constaté un comportement particulier. Par moment, et pendant quelques minutes, le signal reçu se trouve très atténué, puis redevient nettement plus fort. Comme on est à une époque où on étudie beaucoup le comportement de la ionosphère sur les ondes radio, il suggère que c'est dû à, et je cite, une réfraction anormale de la ionosphère. Mais en fait, sa remarque et son constat ont soulevé plus de questions que de réponses, ce qui fait que d'autres scientifiques vont se pencher sur le sujet, et une expérience un peu particulière est mise en place. Cette fois, on va se diriger du côté de l'Australie. L'émetteur onde courte sur 20 MHz de Radio Australia est utilisé à des horaires particuliers de la journée, en raison des conditions de propagation des ondes courtes pour émettre en direction des États-Unis et du Canada. Cet émetteur, il est situé à Shepparton, Victoria, dans le sud de l'Australie. Durant certains jours, quand l'émetteur ne diffuse pas de programme, et que les conditions atmosphériques sont favorables, et que la Lune se trouve dans le lobe de rayonnement de l'antenne, ce dernier envoie un signal vers la Lune, dont l'écho sera reçu 600 km plus loin dans le laboratoire de radiophysique à Hornsby, en Nouvelle-Galles du Sud. Des échos sont reçus 13 fois sur 15 tentatives, mais avec des variations d'amplitude considérables, à la fois au cours de la même session, mais aussi suivant les différentes sessions qui ont lieu. Ce qui amène John Dewitt Jr. à imaginer qu'il y a des points sur la Lune de réflexion qui sont un petit peu plus favorables. D'autres membres de l'équipe se demandent s'il n'y a pas une petite atmosphère autour de la Lune qui pourrait jouer un rôle. En tout cas, personne ne trouve un consensus et aucune réponse n'est vraiment satisfaisante. Et les chercheurs annoncent prudemment que on ne peut pas encore dire que les réductions en intensité et les variations sur le long terme sont dues à des causes ionosphériques, lunaires ou interplanétaires. Pendant une visite aux États-Unis, un radioastronome australien du nom de Joseph Lade Pawsey réussit à organiser une expérience en collaboration avec les Américains. Cette fois, à partir du 30 juillet 1948, plusieurs organisations américaines essaient de recevoir simultanément l'écho depuis la Lune de l'émetteur situé en Australie dont on a parlé juste avant. Alors, on peut pas dire que l'expérience a été un franc succès. Des échos ont quand même été reçus en 2 occasions, le 1er août et le 28 octobre, pendant quelques instants seulement en pleine journée. Il faut dire que la disponibilité de l'émetteur était quand même très limitée, mais la réception intercontinentale d'un écho a quand même été établie. Par contre, niveau fiabilité, ça restait extrêmement aléatoire. En Australie, les recherches continuent, et une trentaine de mesures sont prises entre Shepparton et Hornsby pour essayer de comprendre pourquoi la réception du signal va quasiment disparaître pendant plusieurs dizaines de minutes, voire jusqu'à 1 heure, avant de revenir. En 1953, une première hypothèse est émise. On constate que quand on fait le test pendant la nuit, le signal est constant et stable pendant toute la durée de la session. Par contre, la plupart des tests sont effectués en pleine journée, et cette fois le signal varie énormément. En mars 1954,
Hargreaves et Murray mettent une expérience en place pour tester leur théorie. Alors, je vais être un peu technique pour un instant, mais ça dure pas. L'émetteur de Shepparton possède une antenne à polarisation horizontale, ce qui signifie que pour bien recevoir le signal, l'antenne du récepteur, à Hornsby donc, doit également être à polarisation horizontale. Mais l'antenne du récepteur à Hornsby possède en plus la possibilité de recevoir un signal à polarisation verticale. L'idée de Hargreaves et Murray est que puisque le problème n'apparaît que pendant la journée, il est sans doute dû à l'effet du rayonnement solaire sur la ionosphère. Ils supposent alors que l'effet Faraday, qui a pour conséquence que la polarisation de la lumière varie quand on traverse un matériau, peut s'appliquer quand des ondes radio traversent l'atmosphère. Du coup, pendant leur test, lorsque le signal commence à diminuer, ils vont progressivement passer sur l'autre polarisation et constater que la diminution progressive du signal devient alors très faible. Alors, non seulement ils ont trouvé comment avoir un signal plus stable, mais en plus ça semble montrer que l'effet Faraday est également applicable aux ondes radio. Alors, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Il m'a demandé pas mal de boulot de recherche et de synthèse, et donc m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. La prochaine fois, on verra comment la Lune a été utilisée pendant la guerre froide comme outil de surveillance de l'URSS, entre autres. En attendant, si ça vous a plu, faites-le moi savoir, que je fasse plus de vidéos dans le genre, et bien sûr, un petit pouce en l'air, le partage de cette vidéo ou vous abonner à la chaîne est la meilleure manière de m'aider aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!